C'était un 5 juillet de l'année 1962. Pour la circonstance, la capitale cédera aujourd'hui de plus de 50 000 drapeaux dans une cinquantenaire de l'indépendance. Alger, le 5 juillet 1962. Le peuple algérien fête son indépendance et la paix tant attendue, après 7 ans de guerre entre l'armée française et les nationalistes. L'Algérie s'affranchit de 130 années de colonisation. Euphorie pour les uns, tragédie pour les autres. Durant l'année 62, 800 000 pieds noirs se jettent sur les routes de l'exil dans un sauve-qui-peut général. Malgré la signature de la paix, les règlements de comptes sanglants se poursuivent. Le chaos règne. Il fallait partir en convoi parce qu'on risquait de se faire tuer. Alors on passait par 10-12 voitures. Les gens abandonnaient leur voiture à l'aéroport parce qu'ils ne savaient pas s'ils allaient revenir ou pas. Ça s'est passé comme ça. On a passé 2 jours ou 3 jours parce que tout le monde voulait partir en même temps. Et le gosse est resté couché dans une valise, hein, avec le couvert levé pour être à l'abri du soleil ou du vent. Ça a duré pendant 2 jours. Et comme nous, il y a eu beaucoup de personnes, ça s'est passé comme ça. Ma belle-sœur est partie avec mon neveu parce qu'elle avait très peur. Sa famille, tout le monde était parti. Elle me dit, ah, je dis, moi je ne bouge pas. Moi je suis chez moi, on verra bien. Mes voisins sont gentils, tout le monde est gentil avec moi. C'est pas seulement la famille qui est partie, hein, c'est que tout ce qu'on connaissait a disparu. Tout ce qui était notre environnement social, tout a disparu d'un coup. Rupture, déchirure, des familles se séparent. La grande majorité s'embarque pour la France, abandonnant leurs biens. Une minorité reste au sein d'une nation encore hypothétique. Fin 62, ils sont encore plus de 200 000 pieds noirs en Algérie. Je ne me suis pas posé la question de départ. Une grosse lassitude, fatigue, oui. Mais partir ne m'était pas venu à l'esprit. Pourquoi? Parce que c'est mon pays, c'est là où je suis né, c'est là que j'ai grandi, c'est là que j'ai apporté tout ce que je pouvais pour l'Algérie. C'est mon pays, l'Algérie, je suis né ici. Pourquoi je vais quitter cette terre pour une autre qui sera peut-être plus hostile encore, hein? Pourquoi? À partir du moment où j'ai compris, hein, que l'Algérie n'était pas la France pour moi n'a jamais été mon pays. Hein. Au cours des décennies suivantes, beaucoup de pieds noirs restés en 62 finiront par s'exiler en France. Mais certains ne sont jamais partis. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Cécile Serra vit toujours dans la maison de son enfance, achetée en 1929 par son père, un tailleur de pierre d'origine espagnole. Regardez comme c'est mignon. Tenez comme c'est mignon. Tenez comme c'est mignon. À l'indépendance, en 1962, Madame Serra a 44 ans. Elle dirige un atelier de couture. Avec son mari, Valère, tourneur dans une usine d'aéronautique, et leur fils Daniel, ils décident de rester. Aujourd'hui, son mari et son fils sont morts et enterrés à Alger. Madame Serra vit seule. Elle ne s'est rendue que 2 fois en France, dont la première fois en 1964. Parce qu'on disait peut-être, on ne sait pas. On ne sait pas comment ça va retourner, hein. Ici, on ne peut pas savoir. On peut être... bon, tout le monde est gentil, tous nos voisins sont bien gentils, mais on ne peut pas savoir. Je voudrais quand même qu'on aille voir si on trouve un petit coin, au moins un petit trou pour pouvoir être chez soi. J'ai fait toute la côte... Ma belle-sœur habitait à Avignon. J'ai fait toute la Côte d'Azur, jusqu'à Menton. Je suis revenue. J'ai repassé Marseille. Il y a de tout. Le pays est merveilleux. Mais on ne se sent pas à l'aise, on ne se sent pas chez soi. Ici, tout le monde me sourit, tout le monde me dit bonjour. Tandis que là-bas, les gens...
Il n'y a pas de communication. Mais c'est là, Ouais. par exemple, tu laisses ça là, Ouais. le café, il faut préparer. Ouais. Tu sors les assiettes. Ouais. Le plat, le verre, le plat. Oui, Ouais, les plats. d'accord. Et tu me sors le truc là pour la salade. Nassira, vous venez tous les jours ici? Tous les jours. Ah, bien le matin. Le Tout le matin. matin. Et le soir pour les chats, pour manger. Et chat. puis, elle part manger. Et le soir, elle vient donner à manger au chat. Voilà. Alors, regardez. Je veux qu'elle devienne comme si c'était ma fille. Qu'elle soit toujours bien, qu'elle fasse tout bien. J'essaye de lui apprendre la cuisine, j'essaye de faire ce que je peux. Tout ce que je peux. Des fois, je peux peu, mais enfin. Ça a l'air d'être achevé, effectivement. Regardez comme ils sont beaux avec leurs uniformes. Avec notre président. Notre président. J'aime voir la défilé. Quand j'entends la Marseillaise à la télé, je bouge plus. Et n'importe où, hein. J'ai le cœur qui serre un peu. Et puis voilà, je suis contente de l'entendre. Chaque fois. Dès maintenant, confiez et défiez vos amis sur le net. Rendez-vous sur France2.fr. Mon père nous a toujours élevés avec cet esprit français. Vous voyez, mon père, la France, c'était quelque chose. Il était pourtant espagnol. Il était le seul. Dans sa famille, il avait pourtant des frères. Ses frères, ils avaient dit, oh non, on est là, ben on mange là, puis c'est tout. Tandis que mon père a dit, moi, je ne mange pas le pain des Français, je suis français. Et il a fait tout le régiment et la guerre et... Vous voyez, alors, il nous a tellement mis ça. Moi, je mange le pain des Français, je suis français. On a continué, tout ça. Ça, c'est le coup de sonnette de M. Baglietto. Pendant la guerre d'Algérie, Maurice Baglietto et Yvette Maillot étaient membres du Parti communiste algérien en lutte contre le système colonial. Aujourd'hui, les Français nés en Algérie, quelle que soit leur opinion, sont invités chaque année par l'ambassade de France pour le 14 juillet. Pendant plus d'un siècle, naître en Algérie, c'était naître en France. Italiens, Espagnols, Maltais avaient droit à la nationalité française, tout comme les Juifs autochtones. Seuls, ce qu'on appelait les indigènes en étaient exclus. 90% de la population. C'était une espèce de conviction très, très générale que ce qui était français était supérieur à ce qui était arabe. Le système colonial faisait qu'on vivait complètement séparément, enfin en tout cas en ville, et que donc on ne se connaissait pas. Bon, c'est vrai qu'on aurait pu se poser des questions, mais on n'était pas incité à ça. La honte, c'est ça, c'est qu'en fait, on était parfaitement... Enfin, on voyait les choses, mais on ne voulait pas réfléchir là-dessus. Et ça, c'est ça le système colonial, à mon avis. Hein. Certains, à l'heure actuelle, enjolivent la situation, on était bien, etc. Et c'est pas vrai. Écoutez, moi j'allais au bal. Hein, au bal, aucun Algérien. Un Algérien danser avec une Européenne, mais ça aurait été le scandale. En 62, Félix Colosi a 32 ans. Il vient de passer près de 6 années dans les prisons françaises. Il est l'un des rares pieds noirs à avoir rejoint le FLN, le Front de Libération Nationale. Je suis issu d'une famille qui a débarqué en Algérie et qui venait de la Calabre en 1870, et qui sont devenus français, etc. Bon, j'ai vécu dans cette ambiance pieds noirs, raciste. Donc alors, ce qui m'a fait changer rapidement, en 1947, j'ai fait du vélo. Hein. Donc, je n'ai jamais été champion. Donc, on allait à Médéa et à Cherchel.
Et là, j'ai vu un petit peu comment vivaient les Algériens. Mais c'était atroce, dans les douars. Pas de médecin, pas d'école. C'est pour ça que j'ai dit que la France devrait demander pardon. 37, je ne sais pas si vous imaginez. Entendre là, à 4 heures du matin, la Casbah, les youyou qui accompagnent ceux qui vont mourir. À sa sortie de prison en 62, sa famille l'a renié. Sa femme, son fils ainsi que son père partent en France. Ils n'ont jamais renoué. Aujourd'hui, Félix partage sa vie avec Badia, une Algérienne qu'il a épousée il y a une vingtaine d'années. Dans les années 60, il obtient la prestigieuse carte de Moudjahid, ancien combattant. Il est envoyé en mission en Bulgarie. Mais en 65, le vent tourne quand il critique le coup d'État de Ouari Boumedienne. Il est menacé d'expulsion et sa carrière est freinée. C'était bien, mais ce qui est terrible, j'arrive pas à maîtriser cette émotion. Parce que les souvenirs viennent de tous ceux qui sont morts, les condamnés à mort que j'ai vu partir, etc. C'est inimaginable. Je sais que c'est imbécile, mais c'est comme ça. Je n'ai que 3 marches à descendre et je suis dans la mer. Maintenant, je nage plus à cause de mes jambes, tout ça. Mais avant, j'étais une très très grande nageuse. Je partais d'ici, je se repars tous les jours. Sans palme, sans masque, sans rien du tout. Et je revenais. Ça fait quand même 2 bons kilomètres, hein. Germaine Ripoll dit toujours qu'elle est restée pour la beauté de cette côte oranaise. Son fils habite tout près et ses petits-enfants viennent souvent se baigner chez elle. À l'indépendance, elle avait 37 ans. Toute ma famille est partie. Ma soeur a commencé, ensuite elle a entraîné ma mère, elle a essayé de m'entraîner à moi et j'ai dit non. Bon, je reste. Non, mais tu es folle. Je suis folle ou pas folle, je reste. Et j'étais toute seule, hein, parce que mon mari était parti, j'étais seule avec mon fils. À Arzeux, nous étions 10 000 habitants. Sur 10 000, je suis la seule à être restée. Les gens me disaient, vous devriez vous armer, tout ça. Il n'y en avait pas question. Ce qui arrivera, arrivera, c'est tout. J'aime l'Algérie, j'y suis née, mes parents sont nés, mes grands-parents sont nés. Je n'avais rien à me reprocher, aucune malveillance envers les Arabes et tout ça. On a toujours vécu avec des Arabes, toujours. C'était notre famille, c'était tout. En 62, Germaine Ripoll hérite du bar familial sur la place centrale d'Arzeux, un port de pêche qui deviendra dans les années 70 un grand terminal pétrolier. En 66, elle transforme son bar en un restaurant, la Germainerie. Pendant 25 ans, elle régale une clientèle de coopérants, même si la licence d'alcool devient de plus en plus difficile à renouveler. Aujourd'hui, c'est son fils qui est au fourneau. Après quelques années passées en France auprès de son père, Pierre est revenu vivre en Algérie. En France, je me sentais déraciné, en fin de compte. Je ne trouverais pas mes marques. Et l'envie de revenir, de toute façon, était intense. Donc, je n'ai plus renouvelé mes contrats militaires. Et dès que j'y reste, en fin de compte.
ça va de la boxe. Exactement. Voilà, c'est travail pour moi. Je suis résident, j'ai une carte de résidence que je dois renouveler d'ailleurs ce mois-ci. Nationalité algérienne, je pourrais la prendre maintenant, du fait que je suis marié donc une Algérienne. Ça me faciliterait les choses, mais enfin, pour l'instant, j'attends que les enfants aient leur papier français, et après ça, peut-être que je me déciderai à la prendre. Parce qu'étant français, on a énormément de problèmes ici. On n'a pas le droit à la propriété, il y a beaucoup de choses auxquelles on n'a pas le droit. Et voilà. Germaine Ripoll aimerait bien acheter la maison qu'elle loue depuis 40 ans. Pour cela, il faudrait qu'elle ait la nationalité algérienne. Jusqu'en 65, pour les Français nés en Algérie, il était facile de l'acquérir au titre des accords de paix d'Évian. Par la suite, rares sont ceux qui l'ont obtenu. Je l'ai demandé 2 fois. Ils ont refusé. Tant pis, la garde. Mais je reste. Moi, je suis française, de nationalité, sur la carte d'identité. Mais de cœur, je suis aussi algérienne. De cœur, je suis profondément algérienne. Je ne me suis pas tellement posé le problème de la nationalité au début. Et c'est des copains qui sont venus me dire, écoute, si tu veux rester en Algérie, il faut que tu demandes la nationalité. Et donc c'est comme ça que, effectivement, j'ai demandé la nationalité. Donc je ne l'ai pas fait au titre des accords d'Évian, par exemple. Je l'ai fait, je pense, en 67. On a vraiment joué le jeu, c'est-à-dire qu'on a dit, bon, on est algérien, on n'a pas eu de papier français pendant 30 ans. Je suis française. Et vous voyez, combien de fois on m'a dit, mais Madame Serra, prenez la nationalité algérienne, quand même, pourquoi? Ah, j'ai dit non, moi je ne suis pas de nationalité, moi j'en ai une. Parce que si vous en avez 2, vous n'êtes ni une chose ni l'autre. En 1962, Jean-Paul Grandgaud est l'un des rares médecins français à rester en Algérie. Il a 24 ans et veut aider à construire son nouveau pays. Il y consacrera sa vie. Le docteur Grandgaud a fondé le service pédiatrique de l'hôpital Beni-Messou. Il a occupé des postes importants au ministère de la Santé et formé une génération de pédiatres. Nous, pour nous, en pédiatrie, c'est la référence. Quand vous dites Annaba, Oran, professeur Grandgaud en pédiatrie, ils connaissent. Je parle des citoyens, je ne parle pas des médecins. Les médecins, c'est normal parce que plus ou moins, elle a été leur prof. Mais même les citoyens connaissent son nom et sa réputation. Oui, après. À l'époque coloniale, peu d'indigènes, comme on les appelait, avaient accès aux études. À l'indépendance, avec le départ des Français, l'Algérie manque de diplômés. Il n'y avait pratiquement plus de médecins. Enfin, à cette époque-là, il y avait, pour l'ensemble de l'Algérie, à peu près 300 médecins. Et donc, c'était... Bon, il y avait énormément, j'ai connu énormément de gens qui étaient étudiants en médecine, qui sont revenus, donc, ils étaient dans les universités françaises, et ils sont revenus en 62, alors qu'ils étaient en première ou deuxième année de médecine, ils ont eu la responsabilité de service. C'est vrai que c'était une époque extraordinaire, parce que à la fois les gens se sentaient un peu démunis, parce que vraiment ils n'avaient pas de formation, mais en même temps ils étaient engagés de façon incroyable. En 62, Jean-Paul vient d'épouser Marie-France. Elle a 19 ans. Leurs 2 familles s'exilent en France, abandonnant leurs biens immobiliers. Le jeune couple de pieds noirs décide de ne rien réclamer et de sortir de leur milieu. C'était très libérateur de vivre dans un autre cadre, de découvrir l'Algérie, les Algériens. Donc on a beaucoup plus vécu avec eux. Et je me suis rendu compte que tous nos amis avaient eu des parents, des frères ou des pères qui avaient été tués, un père ou un frère qui avait été tué, ils avaient fait de la prison, dire qu'ils avaient tous payé très cher, alors que du côté de ma famille, on avait eu une vie tranquille, je veux dire, dans cette période-là. Donc là, j'ai mesuré qu'on avait, il y avait une erreur de regard.
Pour autant, les Grangot ne coupent pas les liens avec leur famille partie en France. Leurs parents reviendront régulièrement leur rendre visite, gardant un contact étroit avec leurs enfants et petits-enfants. Mon père a été vraiment très très heureux de pouvoir venir et de dire que son père et son grand-père étaient en Algérie, mais son fils, son petit-fils, son arrière-petit-fils aussi étaient nés en Algérie. Donc ça lui était il le disait avec beaucoup de fierté, quoi. Je veux dire, il était heureux qu'on ait fait quelque chose que lui n'aurait pas pu faire. L'idée de changer de patrie, c'était une idée qu'il ne trouvait pas acceptable. Marie-France et Jean-Paul Grangot ont voulu se fondre dans la société algérienne. Ils ont mis leurs enfants à l'école algérienne plutôt que française et ont donné des prénoms arabes aux 3 derniers. Malik, Nema et Selim, le cadet, qui vit à Alger, marié à une Algérienne. Quand il est entré à l'école, il était le seul de sa classe à ne pas parler l'arabe. J'ai beaucoup souffert dans ma jeunesse avec les copains parce que je m'appelle Grango et que c'est pas à la base d'un nom algérien. Donc automatiquement c'était assez compliqué et donc je me suis battu pour être algérien. Je savais que c'était mon pays, donc il n'y avait aucun problème par rapport à ça, mais il fallait que je le prouve. C'est vrai qu'on n'avait pas mesuré les difficultés pour les enfants. On a peut-être un peu trop insisté pour être comme tout le monde, alors qu'en fait, ce n'était pas nécessaire. Et il paraît que Sur les 5 enfants Grangot, Selim et Malik vivent en Algérie. Pierre-Yves et les 2 filles, Isabelle et Neïma, se sont installés en France. En 62, Denis Gonzalez est un jeune prêtre catholique. Il officie parfois dans ce quartier populaire de Bab el-Oued. Aujourd'hui, son engagement principal est d'aider les jeunes Algériens démunis. Je suis natif d'un milieu rural. Je ne suis pas un enfant de la ville. Qui c'est qui m'a nourri? Yemma Khouera, c'était une Algérienne musulmane qui m'a dorloté et qui m'a nourri. Et j'ai vécu dans une espèce de cour où on était, dans mon enfance, il n'y a pas de différence. J'étais pris par la même tendresse. Et ça formate un homme. Dans les années 50, le père Gonzalez est marqué par les prêches de l'archevêque d'Alger, Monseigneur Duval, aujourd'hui enterré dans cette basilique. Alors que la guerre fait rage, Duval est favorable à l'autodétermination du peuple algérien. Denis Gonzalez devient son vicaire général. Au départ, dans ce que je recevais comme héritage, c'est-à-dire que j'étais chrétien, j'étais du bon côté de la vie. Les autres, c'était des infidèles. C'est le coup classique. Qu'il fallait évangéliser. Bon, voilà quel tremblement de terre de Schleff. Orléansville, dans l'ancien temps. Il y a des morts devant. Et c'est là que Duval, qu'est-ce qu'il dit? Mon Dieu, ce sont nos frères, juifs, chrétiens, musulmans. Nous sommes solidaires. Accueillez-les, Seigneur. Vous qui êtes notre Père commun. Ça bouscule notre humain. Je dis, mais ma problématique, elle devient tout autre. Je me sens subitement en solidarité
avec les autres, alors que j'étais dans ce paternalisme, dans cette distance par rapport aux autres. Après l'exode des Français, le père González a perdu ses paroissiens. Il n'y aurait plus que 70 000 chrétiens dans toute l'Algérie, principalement des protestants évangélistes qui pratiquent leur culte en toute discrétion. Le père González s'est adapté. À 1 heure d'Alger, il est engagé auprès de l'association Corso, aidant les victimes d'un séisme qui région de Boumerdès en 2003. Cette association, dont il est un des fondateurs, apporte un soutien scolaire aux enfants défavorisés. On y enseigne le français, l'informatique, mais aussi le Coran. Oui, je suis algérien chrétien et je ne suis pas musulman, mais il y a des choses au moins auxquelles mes amis croient et auxquelles je crois. Une transcendance. Oui. Quand je passe dans la rue, m'excusez, et puis que j'ai un policier, je lui dis un mot en arabe. Et je lui dis, Allah yaounak, que le bon Dieu t'aide, soit avec toi. Allez, que je puisse être en France et que j'ai un policier français qui utilise une parole pareille, il me dirait, le toqué celui-là. Je suis dans un autre univers. Il y a ici un mode de langage chez nous qui est tout à fait normal. De même qu'il m'appellera Yammi, mon oncle, le Chenti, ou encore, nous sommes dans un autre univers. Et un univers qui est sacralisé, où il existe aussi une transcendance, qui est aseptisée. Je me sens dans un monde aseptisé lorsque je suis en France. À l'été 62, Guy Bonifacio a 22 ans. Sa famille d'origine espagnole, comme de nombreux Français d'Oran, décide de rester alors que la ville connaît une vague de violence et d'enlèvement d'Européens. Les Bonifacio ne craignent pas les représailles. Grâce à leur magasin de motos, ils sont connus et appréciés de leur entourage algérien. Ah, je ne considère pas qu'on est colons, non. Ce n'était pas des colons. D'ailleurs, la colonisation, les propriétaires espagnols, c'était des ouvriers, ils n'avaient pas droit à la propriété, ils n'ont pas eu. Ils ont eu après, quand ils ont racheté des propriétés à des colons français qui n'ont pas pu tenir le coup, qui ont abandonné la partie et qui ont vendu à des Espagnols. Mais les Français d'origine espagnole n'étaient pas propriétaires terriens. À l'indépendance, les parents de Guy viennent de finir de construire une maison spacieuse, conçue sur mesure pour eux et leurs 5 enfants. Guy Bonifacio y vit toujours. C'est la maison qui nous a retenus en Algérie, oui. Ça, je veux dire que c'est cette maison, avec ce jardin qui est en face, qui fait partie de la maison aussi, et qui est plein de vie, dans une ville très animée. Oui, c'est la maison et l'environnement, le bord de mer. Il y a le bord de mer est magnifique. Cette existence dorée se complique dans les années 70, quand le président Ouari Boumedienne renforce le caractère musulman de la société et nationalise des secteurs entiers de l'économie. Le socialisme algérien est en marche. Il était difficile de trouver du lait, par exemple. On avait gagné, parce qu'on avait une boîte de lait. C'était des queues interminables. On faisait plusieurs fois la queue, parce qu'on ne demandait qu'une boîte à la fois. Ça se compliquait, parce qu'il y a eu des mesures qui étaient tout à fait aberrantes, comme l'interdiction de servir l'alcool dans les établissements algériens. Il y a eu l'interdiction en 71 de l'élevage du cochon.
Ces tracasseries font fuir de nombreux Français coopérants et pieds noirs, comme les sœurs et les frères de Guy. Lui est resté. Il se sent chez lui et veille à préserver son identité. Je me comporte comme un Français, pas comme un Algérien. Puis je reçois les Algériens avec ma culture, je vais chez eux avec leur culture, je suis très heureux d'aller chez eux. Quand je vais à leur mariage, à leur fête de famille, que ce soit les mariages, et les couscous, je bois du petit lait, je réclame pas du vin, je suis très heureux. Quand ils viennent chez moi, je leur sers du vin. Et c'est ce qu'ils veulent, que les cultures différentes, c'est une richesse. Je vis comme ça. À Oran, Guy Bonifacio connaît les rares endroits qui servent encore de la bière, les cabarets sulfureux de la Corniche et les bons restaurants. La plupart de ses amis sont algériens, comme Nasser, le patron du Corsaire, un ami d'enfance. Pour moi, il est là, il est parmi nous, je ne vois pas la différence. Je ne vois pas la différence. Il parle pas arabe? De toute façon, ici, il n'y a pas un tabou des gens qui parlent en français. Voilà. Tout le monde parle français. Même les arabisans, ils parlent français. La preuve, si tu remarques, tu jettes un coup d'œil, tous les enseignes de tous les magasins sont en français. Et pourtant, il y a une loi qui inscrit obligatoire de faire une enseigne en arabe. Française. Les Français durent s'adapter, tout comme beaucoup d'Algériens, qui ne parlaient que le français, le kabyle et d'autres langues. Le français, ça fait partie de l'histoire d'Algérie. Mais mes amis algériens de ma génération me disaient, écoute, moi, je ne veux pas parler arabe avec toi. Avec toi, je veux parler en français. Et comme ils parlaient bien français, je n'ai pas fait l'effort de parler parce qu'ils parlaient très bien le français. On ne savait pas bien, ils nous apprenaient l'arabe. On se dit que pour nos enfants, s'ils ne savaient pas l'arabe, ils ne seraient pas chez eux, ils ne seraient pas à l'aise en Algérie. Je suis persuadée que si j'avais compris l'arabe, j'aurais été encore plus attachée à l'Algérie. Beaucoup plus. Je le suis déjà très, très bien, mais j'aurais été davantage algérienne. Voilà, c'est le mot. Dans la petite ville de Sig, Adrien Lopez est un patron connu, le descendant d'une lignée d'entrepreneurs qui firent fortune dans la production d'huile d'olive. Avant l'indépendance, le commerce de l'olive était international. On vendait des olives en Amérique du Sud, on vendait des olives au Canada, on vendait des olives à Cuba, on vendait des olives... Après l'indépendance, on a vendu des olives, bon, on vend des olives en France évidemment. Après l'indépendance, avec les pays socialistes, on a exporté des bateaux pleins d'olives, principalement fabriquées au SIG, enfin à Tlemcen et ailleurs, sur la Roumanie, Bulgarie, Russie même. Ça a très bien marché autour des années 70. Après, en 70, quand on a nationalisé le commerce extérieur, c'est l'État qui nous prenait les olives pour les commercialiser et qui ne nous payait pas. Alors, ça ne m'a pas intéressé. J'ai arrêté la conserve d'olive et je me suis mis à faire des champignons. Voilà. Les carrières. Allez, vous descendez.
En Algérie, on ne consommait pas de champignons, même les Européens. Très peu. Les premiers champignons que j'ai amenés chez un commerçant, un épicier qui faisait les légumes, etc., je lui ai posé les champignons, il me dit laisse-les, si je les vends, je te les paye, si je ne les paye pas, si je les vends pas. Bon, il les a vendus, et puis après, bon, et ça a intéressé les gens, ils ont goûté, ça a intéressé les gens, et ça a démarré comme ça. Mathieu Wallo. En 62, les deux frères d'Adrien partent en France. Lui reste seul avec ses parents. On est resté pourquoi? Parce qu'on avait des dépôts de marchandises c'était en Algérie qui n'était pas, dont on n'avait pas été payé. Hein, on manquait d'argent, on devait de l'argent aux banques. On avait des stocks d'olives qui n'étaient pas écoulés. Alors on s'est dit, bon, eh bien, on va partir sans le sou. Alors qu'on avait les choses. Alors on est resté pour mettre l'ordre et mieux voir, c'est tout. 50 ans plus tard, Adrien Lopez a réussi à préserver le patrimoine familial. Des milliers de mètres carrés de terrain où était jadis stockée l'huile d'olive. Aujourd'hui, ils ne servent plus mais valent leur pesant d'or. Et s'il doit vendre un jour, il aura le droit de ramener l'argent en France car il est resté français. Il y a pour un montant de 163 467 à régler. C'est un chèque à faire. Bon, je l'ai Avant la passé. déclaration d'impôt 75 600 à payer. 75 000 euros. Tu peux prendre le chèque. La nationalité algérienne, je n'en veux pas. Si je demande la nationalité algérienne, vu la loi, hein, le jour où je veux vendre un bien, je ne pourrai pas faire le transfert d'argent parce que je serai algérien. Alors je garde ma nationalité française, c'est mécanique. C'est la loi. Les Lopez sont les derniers Français de Signes. La femme d'Adrien, Lucette, aimerait bien partir en France. Elle sort de moins en moins, ne voit son fils et ses petits-enfants que rarement, car ils vivent en Nouvelle-Calédonie. C'est sûr, ici on n'a pas de famille, de toute façon. On n'a qu'un travail. J'ai envie un peu de me... Et en France, qu'est-ce qu'on ferait? Voilà, ça répond. Voilà. En France, c'est ce qu'on ferait. Emmener le chien et aller... On prend un petit chariot, on va à Carrefour, on fait le tour de Carrefour, on revient. Voilà, on voit du monde. Quand on va en France, c'est la tournée des médecins. Contrôler ceci, contrôler cela, les yeux, le nez, les oreilles et tout le reste. Bon, voilà. On va faire le contrôle. Révision générale. Je préfère m'occuper que de rien foutre, à promener les chiens et aller dans les maisons de retraite. Vous n'avez pas envie d'habiter en France? J'aurais bien que ça se passe comme ça, se finisse comme ça, mais tant que je peux rester ici, je suis pas mal. Et puis j'ai pas beaucoup de revenus en France non plus. Hein. Adrien Lopez a déjà vécu en France dans les années 90. Il a tenu 1 an et demi et est rentré au pays. Pendant cette décennie, l'Algérie connaît une poussée de l'islamisme politique qui va dégénérer en un conflit sanglant entre l'armée régulière et des groupes intégristes radicaux. Le pays est au bord de la guerre civile. Des villages, des familles même se déchirent. Beaucoup d'Européens encore en Algérie quittent le pays. Le conflit fera entre 60 et 150 000 morts et n'épargnera personne. De l'autre côté de la montagne, il y avait un groupe de terroristes qui était là en 94, 93 et qui a demandé une rançon et qui nous a menacé si on ne payait pas, qu'il y aurait de gros problèmes. Alors j'ai fait ce qu'ils ont demandé pour que rien ne se passe de grave. La police l'a suivi et m'a mis en prison.
On a reçu une lettre anonyme. Toi et ta femme et ton truc, tu seras descendu. Bon, il y aura 5 jours. Je suis parti en France un mois. Hein, puis après, j'ai dit, bon, tant pis. Hein, je suis revenu. Et 2 mois après, j'ai reçu un coup de fil en disant, tu es toujours là, on va t'abattre. On va t'abattre sur restaurant. On veut également comment. J'ai dit, la travaille. Ça fait du mal de faire foutre. Et oui, qu'est-ce que vous voulez faire? Il fallait vivre avec, hein. Beaucoup de gens sont partis. Bon, le restaurant marchait même plus d'ailleurs. Il faisait une moyenne de 2 couverts et demi par mois. Il a fallu tenir. C'était rude, ça. On vivait dans un état de tension dont on n'avait pas conscience, en fait. Ça a été rude. Mais on n'était pas... Enfin, on ne se sentait pas particulièrement visé. On était, comme tout le monde, dans une situation impossible. Comme 30 millions d'Algériens. Quand vous êtes au volant de votre voiture et que vous descendez la rue du Douche-Mourad, Grand Boulevard, et que vous voyez une fille, une jeune fille, je dis ça parce que ce sont des images qui me restent, les cheveux au vin, cambrée, blue jean, et marcher sur le trottoir, je dis celle-là, elle a du cran. Elle ne le sait pas, elle ne le saura jamais, mais elle me donnait du cran. Autrement dit, il y en avait qui bravaient le malheur, qui bravaient. Il fallait rester debout. Elle n'était pas européenne, elle n'était pas tout algérien. Je dis donc que vous pouviez avoir le terrorisme, vous pouviez avoir, ok, mais ce n'était pas les seules forces de peuple en Algérie. Et vous pactisez avec quoi? Fuir. Pour moi, c'était de la lâcheté. Pas possible. Ils ne sont pas partis, ni en 1962, ni durant les noires années 90. Allez, en route, à Camille tous les deux. On s'en va. Ils finiront probablement leur vie dans ce pays qui les a vus naître. Ces Français d'Algérie ne sont plus aujourd'hui que quelques sans-peau, la religion ou le régime politique. Bon. La baisse. La base. La baisse. À la base. Même que ça va pas en caler. Wallah, On alhamdoulilah. pousse. Bon, toujours jeune. Il y a rien à faire. Toujours jeune. Allez. Le fer, il est jeune. Le gars, il est jeune. Microbat, Yerdan. En neuf, mon fils. Alors, vous voyez comment je m'en écoute. Je me régale. Madame Serra, c'est bientôt le ramadan. Vous allez faire le ramadan? Cette année, peut-être. Je me sens bien, peut-être. Mais moi, si je veux, je fais une semaine, hein, c'est tout. Hein. Ça ne me gêne pas, hein. Ça ne me gêne pas, parce que je n'ai pas beaucoup d'habitudes. Elles sont extra. Vous n'avez jamais fait le ramadan. Vous ne faites pas, vous, le ramadan? Non. Non. Ah, non. Mais c'est très bien, chaque fait. Pourtant, ces choses-là, vous savez, moi, je respecte. En principe, toutes les religions. Et les politiques. Fine, hein? Fine? Oui. À la nôtre. Écoutez-moi un peu. Que l'année prochaine, on recommence. Voilà, bien. Pour l'anniversaire de l'indépendance, Félix Kolodzi et ses camarades rendent hommage à Ahmed Ben Bella, le premier président de l'Algérie. Voilà, on va donc déposer très symboliquement ces quelques roses rouges à sa mémoire. « 50 ans plus tard, l'Algérie n'est sans doute pas ce qu'en avait rêvé Félix, le jeune militant syndical. Mais envers et contre tout, il reste fidèle à son pays. Pour nous, ce n'est pas des Français, c'est des Algériens d'origine européenne. Parce qu'ils sont plus Algériens que des Algériens. On ne peut pas dire ça que le Français. Non. Moi, Kolodzi, pour moi, c'est mon frère. Et si c'est le carré des martyrs, enfin, si c'est là que je serai enterré. et que je voudrais être enterré.
Après 6 ans d'exil en France pendant les années noires, Guy Bonifacio est revenu vivre à Oran. Il veille sur la maison familiale, seul la plupart du temps, même si parfois ses frères et sœurs lui rendent visite. Mais ils restent pas longtemps, une quinzaine de jours, ça suffit, ils revoient leur contact, ils se replongent dans l'ambiance, et puis ils sont contents d'être venus, de voir leur maison. Ils savent qu'il y a cette maison avec leurs souvenirs, et ça les rassure beaucoup. D'ailleurs, Étienne à la gardée, et tel quel. Et j'en suis le gardien. Je suis le dépositaire de bons souvenirs. Guy Bonifacio, Félix Collodi et Cécile Serra n'ont pas d'enfants en Algérie. Leur trace dans le pays va disparaître. Pour Germaine Ripoll, au contraire, l'odyssée algérienne se poursuit à travers son fils et ses petits-enfants. Oh, ils sont beaux, hein. On a ramassé du lacou. Allez, vous avez les ouvriers? Oui, on a pour ça. J'étais après la main des ouvriers. Oui, on a tous fait ça pour ouvrir les Ah, ça, Tu en veux? Non, 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 merci, chérie. Non, c'est gentil. Merci. Allez, on Oui, fait là, ça. beaucoup. Allez, Oui, vas-y. on a un carton. Allez, vas-y. Je suis très fière. Très fière. J'espère seulement que mes petits-fils suivront le même chemin. Qu'ils continueront ce petit trajet que j'ai fait toute seule. Les petits-enfants de Marie-France Grangot vivent des deux côtés de la Méditerranée. Malgré leur volonté d'intégration, les Grangot n'ont jamais réussi à se fondre complètement dans la société algérienne. On ne gomme pas si facilement l'héritage français gravé dans son identité. Pendant longtemps, moi, j'ai eu du mal à... J'étais complexée parce que j'étais fille de colon quand même. Hein. Donc, je me sentais quand même pas tout à fait légitime comme algérienne. Et puis un jour, bon, j'ai fait le tri dans ma tête et je me suis acceptée avec mon histoire. Je suis algérienne, mais je ne suis pas comme tout le monde. Donc, en fait, on a beaucoup plus de liberté que n'importe qui. Parce qu'on n'a pas les pesanteurs sociales des Algériens. C'est une chance, quoi. C'est une chance de ne pas être comme tout le monde en fait.